You're locked in Helen FM. Welcome to the European Corner Show. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de cette nouvelle saison de l'Europe, c'est nous, en direct du Parlement européen à Bruxelles. Une émission présentée par Maria-Laetitia Materne et Pauline Demanet. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'élargissement de l'Union, entre avantages pour certains et craintes pour d'autres. Ce sujet est loin de mettre tout le monde d'accord. Au sommaire aujourd'hui, nous verrons les conditions d'adhésion dans l'Union européenne avec un rapide retour dans le temps. Nous entendrons le porte-parole du commissaire européen à l'élargissement qui nous partagera son point de vue sur la question. Afin de bien saisir le contexte, nous ferons un état des lieux sur la situation actuelle au sein des pays de l'Union qui nous fera voyager tantôt en Croatie, tantôt en Turquie. Nous nous pencherons également sur la jeunesse, son rôle et ses avantages à faire partie de cette grande famille qu'est l'Europe. Enfin, nous irons faire un tour du côté des sceptiques afin de répondre à la question « Devons-nous avoir peur d'une Europe trop élargie ?» Mais avant tout, nous accueillons sur notre plateau Jean Lemaître qui nous fait l'honneur d'être avec nous durant toute la durée de l'émission. Alors tout d'abord, Jean, bonjour. Bonjour. Alors Jean Lemaître, vous êtes journaliste spécialisé dans l'information et la communication européenne et vous donnez donc depuis 2002 des cours sur l'Europe au Master de l'IEX. Vous en savez donc un paquet sur l'Europe. Alors Jean, vous qui êtes si proche des jeunes, pouvez-vous nous donner votre avis en quelques mots sur l'importance de comprendre toute la logique européenne pour les jeunes actuellement ? Un exemple concret, Erasmus. Erasmus, ça vous intéresse puisque vous êtes étudiant de l'enseignement supérieur, c'est un super programme. Aujourd'hui, dans les prévisions budgétaires 2014-2020, Erasmus pourrait passer à la trappe. Donc c'est très important de s'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'Union européenne parce que ça vous intéresse. L'Europe s'occupe de nous. On peut aimer ou pas aimer, un peu, beaucoup, pas du tout l'Union européenne, mais il faut qu'on s'y intéresse parce que si on ne s'y intéresse pas, de toute façon, elle s'intéresse à nous. Merci. Voilà, donc à l'origine, en 1957, l'Union européenne se composait de 6 pays. Aujourd'hui, elle compte 27 États membres. L'Union a donc connu 5 vagues d'élargissement successives depuis sa création. En 2004 et en 2007, 12 nouveaux pays sont rentrés dans l'Union européenne. Et ensuite, un processus a été mis en place pour guider et aider les pays candidats à l'adhésion. Alors, Hélène Teupens, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces critères, plus en détail ? En effet, alors tout d'abord, le traité sur l'Union européenne pose une triple condition pour obtenir le statut de candidat. De 1, il faut être un État. De 2, il faut être européen, c'est-à-dire remplir un critère géographique. Et de 3, il faut que le pays entrant respecte les valeurs de l'Union et s'engage à les promouvoir. Alors, il faut bien sûr aucune condition pour poser sa candidature, mais quand une demande d'adhésion est lancée, cela fait l'objet d'un avis de la Commission et d'une décision du Conseil qui attribue ensuite au pays un statut dit de pays candidat. Une fois le pays devenu candidat, une stratégie de préadhésion est mise en œuvre. Il faut donc que le pays se familiarise avec les procédures et les politiques de l'Union européenne et qu'il respecte aussi les normes européennes afin de remplir ce qu'on appelle des critères d'adhésion, aussi appelés critères de Copenhague. Copenhague car ils ont été décidés lors du Conseil européen de Copenhague en 1993 et renforcés lors du Conseil européen de Madrid en 1995. Et justement, Hélène, quels sont ces critères d'adhésion pour pouvoir adhérer à l'Union européenne ? Alors, premièrement, le critère politique, qui veut la présence d'institutions stables, qui garantissent notamment la démocratie, l'état de droit et le respect des valeurs communes de l'Union. Deuxièmement, il y a le critère économique, qui veut l'existence d'une économie de marché viable et la capacité pour le pays de faire face aux pressions de la concurrence à l'intérieur de l'Union. Et le troisième critère est celui de l'acquis communautaire, c'est-à-dire l'aptitude d'un pays à assumer les obligations découlant de sa future adhésion. Il faut donc que le pays qui veut adhérer respecte les objectifs de l'Union politique, économique et monétaire. Et le quatrième critère, lui, il insiste plus sur l'intégration de l'Union. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Donc l'Union européenne doit aussi être en mesure d'accueillir de nouveaux membres tout en approfondissant son intégration à elle et en garantissant le fonctionnement de ses institutions et de ses politiques. C'est pourquoi il faut que le pays soit bien préparé lors de son adhésion. Il faut que le Conseil européen décide de l'ouverture des négociations. Et pour cela, il faut que le critère politique doit être rempli. Ensuite, une fois que les négociations d'adhésion sont ouvertes, la Commission européenne contrôle le respect des autres critères de Copenhague. Et qu'est-ce qui est mis en place une fois les négociations clôturées ? Alors, une fois que les négociations sont clôturées, l'adhésion peut être lancée via la mise en place d'un accord qui est appelé donc le traité d'adhésion entre les États membres et le pays candidat. Ce traité d'adhésion est soumis à ratification par l'ensemble des États de l'Union et du futur État membre. Le pays candidat est désormais pays adhérent et poursuit le processus vers l'adhésion tout en adaptant les domaines pour lesquels des progrès doivent encore être réalisés et tout cela sous le contrôle de la Commission. L'adhésion devient effective lors de la date d'entrée en vigueur du traité et le pays candidat devient
devient alors un État membre de l'Union européenne. Merci beaucoup Hélène. Europe élargie, Europe épanouie. En tout cas, c'est le point de vue de Peter Stano, porte-parole de Stéphane Füle, commissaire européen à l'élargissement. Vous savez, le slogan général de l'Union européenne est « Unis dans la diversité », ce qui signifie que chaque État membre est différent, chaque État membre est spécifique, et chaque État membre a sa propre contribution à faire à ce projet commun. L'une des idées du projet européen, de son intégration, de son unification, était et est toujours aujourd'hui d'empêcher l'apparition de conflits. Comme les expériences du passé nous l'ont montré, l'élargissement est l'une des politiques les plus efficaces de l'Union européenne. Et récemment, ça a été reconnu par le comité du prix Nobel, qui a offert le prix Nobel de la paix à l'Union européenne pour son projet de créer des zones de paix et de stabilité. Et c'est le résultat de plusieurs vagues d'élargissement. Donc oui, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, il y a un consensus général dans l'Union européenne à ce niveau-là, que l'élargissement fait partie de la politique européenne, c'est son ADN, et donc c'est toujours au programme du jour. Alors, Jean Lemaître, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Est-ce que vous partagez cette vision un petit peu idéaliste de l'Europe unie? L'interlocuteur que vous avez interviewé dit que l'élargissement fait partie de l'ADN de l'Union européenne. Bon, c'est vrai, hein, vous l'avez dit, on a commencé à 6, on est à 27, on sera à 28 le 1er juillet 2013, normalement avec la Croatie. Donc il est normal que l'Union européenne ne reste pas un cercle figé, fermé, replié sur lui-même. Mais par ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette personne, parce qu'il n'est pas évident, qu'il soit nécessaire d'élargir aussi rapidement l'Union européenne. Jusqu'où va-t-on s'arrêter? On est 27 pays, puis 28, puis 29, puis 30... on en reparlera peut-être, mais les frontières géographiques de l'Union européenne, plutôt du continent européen, est-ce qu'elles sont si définies que ça? Qui fait partie de l'Europe, qui ne fait pas partie de l'Europe? On pourrait dire aussi, pour la paix, puisqu'on a cité la paix, on pourrait faire adhérer tous les États du monde à l'Union européenne. Donc je pense que la question mérite en tout cas d'être réfléchie et a parfaite légitimité à être débattue. Donc vous pensez qu'il faut garder une certaine limite dans l'élargissement de l'Union européenne? Mais je pense que ce qui est intéressant, évidemment, dans l'Union européenne, c'est le concept d'intégration, c'est de se dire que par la coopération, on peut ensemble résoudre plus facilement des grands problèmes qui se posent. Je pense par exemple à l'environnement, c'est évident. Mais il faut que ça ait du sens. Donc ce qui manque un petit peu pour le moment, on le voit bien avec la crise financière et budgétaire, c'est qu'il faut qu'on ait une grande cohésion politique, une politique économique, une politique sociale, une politique environnementale. Et je pense effectivement qu'il est préférable pour le moment, plutôt que d'élargir à tout va, de renforcer d'abord la cohérence et l'identité politique de l'Union européenne qui fait tellement défaut pour le moment. D'accord, merci. Alors justement, à ce propos, on retrouve maintenant Élise pour faire un petit tour d'horizon et un état des lieux des pays en négociation. Alors Élise, quels sont les candidats en bonne voie d'adhésion? Mais tout d'abord, il faut bien faire attention de distinguer les deux statuts différents que l'Union européenne donne aux pays. Il y a tout d'abord les candidats potentiels à l'adhésion. Le Conseil européen a nommé comme cela l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine en juin 2003 et le Kosovo les a rejoints en 2008. Un niveau au-dessus, si on peut dire, se trouvent les États candidats à l'adhésion, qui sont la Croatie, la Turquie, l'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et enfin la Serbie. L'Islande et la Turquie ont démarré les négociations d'adhésion et la Croatie les a terminées le 30 juin 2011. Et c'est donc la Croatie qui sera le prochain pays à rentrer dans l'Union. Oui, exactement. En janvier 2012, la population croate s'est prononcée à 67% favorable à l'adhésion. La Croatie va donc devenir le 28e pays membre de l'Union européenne le 1er juillet 2013. La Turquie, elle, doit encore fournir des efforts pour satisfaire aux exigences politiques, mais aussi en matière de droits fondamentaux, par exemple en ce qui concerne la liberté d'expression. D'autres obligations, comme l'amélioration des relations avec la République de Chypre, restent une priorité. La population turque, elle, dénonce le double discours européen et le caractère très artificiel et injuste des obstacles sur leur route. Pour le Premier ministre Erdogan, je cite, « La Turquie paye si cher que le gouvernement et l'opinion publique s'impatientent et se sentent offensés par cette situation.
les citoyens ne seraient plus que 38% à soutenir l'adhésion de leur pays à l'Union européenne, alors qu'ils étaient 90% auparavant. L'hostilité de pays comme la France et l'Allemagne pèse aussi dans la balance. En ce qui concerne l'Islande, malgré les difficultés économiques de l'Union européenne, et même si les discussions restent délicates sur certains points, notamment sur celui des droits des quotas de pêche, le gouvernement islandais maintient sa volonté d'adhérer et il désire adhérer avant la fin 2013. Les Islandais pourraient être appelés à voter sur une éventuelle adhésion via un référendum. Et qu'en est-il alors des pays des Balkans ? Les pays des Balkans devraient adhérer à l'Union au fur et à mesure. Une nouvelle réforme des institutions est à l'étude pour rendre possible l'extension, comme on le disait, de l'extension de l'Union à autant de membres. Donc 3 pays ont déjà le statut de candidat. La Serbie et le Monténégro sont eux respectivement candidats officiels depuis mars et juin 2012. En ce qui concerne l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les négociations sont gelées à cause d'un litige avec la Grèce sur le nom du pays. Ce problème dure depuis 1992. La Grèce refuse en fait de partager ce nom car l'une de ces régions s'appelle aussi Macédoine. Elle estime qu'il porte une revendication territoriale sur sa province de Macédoine. Officiellement et temporairement, le pays est donc connu sous l'acronyme ARIM. Et la résolution de ces disputes est une condition au déblocage des pourparlers qui sont bloqués au Conseil par la Grèce. Le président macédonien, qui a été élu le 6 avril 2009, s'est engagé à améliorer les relations de son pays avec la Grèce. Parlons des jeunes maintenant. Quand on parle d'élargissement de l'Union européenne, on parle non seulement d'accueillir un nouveau pays, mais aussi ses citoyens qui deviendront à leur tour citoyens européens. Jean Lemaître, vous auriez envie de dire quoi aux jeunes dont les pays vont bientôt faire leur apparition dans l'Union ? Peut-on réellement parler de chance ? Oui, c'est une chance, indéniablement, pour les jeunes Croates. Ça leur permettra de voyager plus facilement, de sortir d'une forme d'isolement et donc de s'enrichir au contact des autres pays. Mais il faut vous dire que pour le moment, l'Union européenne se porte très très mal. L'Union européenne est en crise. Les institutions politiques de l'Union européenne imposent aux pays de l'Union européenne des cures d'austérité, de coupes sombres dans les pouvoirs publics, dans les budgets publics, pardon. Et ce n'est peut-être plus la montre en or qu'elle apparaissait auparavant. Donc c'est une opportunité, mais ça peut être une menace aussi. Je ne connais pas exactement la situation économique et sociale de la Croatie pour le moment, mais il ne me paraît pas certain que ça représente immédiatement un mieux pour les jeunes. Il faut voir, sans doute que la Croatie, globalement, du fait de son intégration dans l'Union européenne, va connaître une augmentation de son produit intérieur brut, mais encore faudra-t-il voir comment ce surplus de richesse va se partager au sein de la société. Si l'adhésion à l'Union européenne, dans le cadre d'un grand marché économique, ne va pas accentuer les inégalités au sein du pays, comme ça s'est vu dans certains pays de l'Est de l'Europe, je pense à la Pologne, à la Roumanie, qui ont adhéré récemment, soit en 2004 ou en 2007, à l'Union européenne. Merci. Justement, notre journaliste Manon Masset a cherché à savoir ce qu'offre concrètement l'Union à ses jeunes citoyens en termes de culture et d'éducation. Faire partie de l'Union européenne, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour toi, jeune citoyen de l'Union européenne ? Denis Sabot, le porte-parole de la Commission européenne pour la culture, l'éducation, le multilinguisme et la jeunesse, nous l'explique. L'Europe peut faire beaucoup pour tous. Dans mon domaine, en effet, la Commission européenne accorde des bourses pour environ 400 000 jeunes par an pour étudier, pour former et pour faire du bénévolat à l'étranger. Et cette expérience est assez cool, évidemment, mais en même temps, c'est très utile parce que les jeunes gagnent les compétences qui sont très utiles et pour renforcer l'employabilité. Il existe de nombreux programmes proposés par l'Union européenne afin de soutenir les jeunes. Le plus connu reste le programme Erasmus, mais il n'est pas le seul. Véronique Balthazar est responsable de la communication de l'organisation à l'initiative européenne Jeunesse en Action. Elle nous explique la spécificité de ce programme. Ce programme Jeunesse en Action va s'adresser aux jeunes
qui ont moins d'opportunités, qui ont moins la possibilité de partir, que ce soit pour des raisons économiques, culturelles, sociales, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de bouger. Donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre de vivre concrètement une première expérience européenne en leur donnant les moyens financiers pour le faire. Et ce programme permet aux jeunes de réaliser différents projets concrets, de découvrir l'Europe à travers un projet concret, que ce soit un projet individuel ou collectif. Donc il y a des possibilités pour les jeunes de partir comme volontaires dans un autre pays européen. C'est le service volontaire européen, peut-être l'action la plus connue du programme. Le succès de ce type de programme n'est plus à démontrer, mais le budget doit suivre la vision d'une Europe élargie. Malgré le climat de crise économique, l'Europe semble prête à augmenter le budget dédié à l'éducation, comme nous l'explique Denis Sabot, cette fois en anglais. Nous sommes dans une position très chanceuse, puisque nous allons voir une réelle augmentation de nos budgets par rapport au budget actuel. Ce qui veut dire que non seulement nous serons prêts à accueillir un nouvel État membre en termes de bourses, mais nous pourrons offrir plus de bourses. Actuellement, nous donnons 2,5 millions de bourses à des jeunes pour étudier, s'entraîner ou faire du bénévolat à l'étranger. Ça deviendra 4 millions entre 2014 et 2020. Ce n'était pas un accident, c'est parce que la Commission a demandé une grande augmentation dans ce domaine. Parce qu'il y a 2-3 ans, quand nous nous préparions à lancer notre nouveau programme, on pouvait déjà voir ce qui se passait avec la crise qui avait déjà commencé. On pouvait déjà voir que les jeunes en particulier étaient fortement touchés par la crise et avaient donc besoin de support. Une bonne nouvelle donc pour les jeunes Européens, puisque les bourses augmenteront à hauteur de 40%, de quoi faire de la place aux nouveaux éventuels adhérents à l'Union européenne. Nous avons également rencontré Lina, une jeune estonienne, qui nous explique ce que l'Europe a apporté aux jeunes estoniens depuis son entrée dans l'Union européenne en 2004. Je pense que les jeunes, et en particulier ceux qui étudient à l'université, je pense qu'ils l'ont vraiment pris positivement. Si tu veux aller à l'étranger pour étudier, tu dois juste proposer ton projet à l'Union européenne, et puis l'argent arrive et tu peux partir. Nous accueillons maintenant Arthur Janssen qui va nous parler des réactions pas toujours positives face à l'élargissement de l'Union. Dans cette chronique teintée d'humour, il sera question de la Turquie, de Giscard et de grenouilles. Arthur, bonjour. Bonjour. Vous nous intriguez un peu là. Oui. D'abord, je dois vous avouer que je suis un tout petit peu stressé. C'est ma toute première chronique à la radio. C'est un peu mon dépucelage en fait. Tout ça me laisse dire que j'ai beaucoup de chance que ça se passe avec d'aussi jolies filles. Bon, excepté Jean Lemaître. J'aurais pu tomber sur des cacs de Mykonos ou sur des Portugais de Faro. Oui, là, les clichés ont la vie dure. Bon, venons-en au fait. Aujourd'hui, on parle de l'élargissement de l'Union européenne. Mais concrètement, c'est quoi ? C'est le processus par lequel de nouveaux États adhèrent à l'Union. Depuis sa création en 1957, l'Union est passée de 6 à 27 États membres. Je ne vais pas tous vous les citer, on perdrait la moitié, si pas les 3/4 de nos auditeurs. En fait, je crois qu'il ne resterait que ma mère. Coucou maman. Bon, je reprends sans commentaire détaillé les termes utilisés par la présidente de Lituanie, Dalia Grybauskaitė. Désolé si j'écorche votre nom, mais je ne parle pas encore le lituanien. Il semble que le processus politique d'élargissement soit allé plus vite que celui de l'intégration économique. Fin de citation. En fait, si je comprends bien ces propos, l'élargissement semble être l'activité principale de l'Union. C'est un peu comme cette foutue grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf et qui s'enfla tellement vite et tellement fort qu'elle creva. Après 1989, l'élargissement à 12 États membres supplémentaires était dans l'ordre des choses, même si tout le monde savait que certains candidats à adhésion n'étaient pas encore prêts. Donc certains estiment qu'on a un peu brûlé une étape. Oui, cette décision a confirmé le caractère purement politique de l'élargissement, à tel point qu'elle a modifié le caractère de l'Union. Désormais, si on ajoutait encore quelques membres, ça ne ferait pas de grande différence. Pourtant, Valéry Giscard d'Estaing, VGE pour les intimes, disait il y a 10 ans « L'entrée de la Turquie, c'est la fin de l'Union ». Car oui, la Macédoine, l'Islande, le Monténégro, la Serbie et la Turquie sont donc candidats à l'adhésion. Alors là, j'entends déjà les eurosceptiques crier au scandale, à l'hérésie. L'Union européenne à 28, 33, 36, voire 50 ou 60, soyons fous, fait peur. Crainte fondée puisqu'il y a une absence de frontières orientales nettes. Parce que oui, c'est bien de ça qu'il s'agit, l'absence de clarté quant aux limites géographiques de l'Union. Si on accepte la Turquie, pourquoi ne pas accepter la Géorgie, l'Azerbaïdjan ou encore l'Arménie ? Ils participent bien à l'Eurovision. Depuis, ces obstacles sont nombreux pour l'adhésion de la Turquie.
Oui, il y a une absence de références culturelles communes entre Européens et Turcs, de vertigineux écarts de niveau de vie entre Scandinaves et Anatoliens de l'Est, ou des enjeux géopolitiques complexes et inconciliables. Les Européens devront aussi mettre de l'eau dans leur vin et chercher avec des Turcs un terrain d'entente sur des principes communs. Droit des homosexuels et des femmes, liberté d'installation dans le pays de son choix, droit ou non de changer de religion, etc. etc., etc. Aujourd'hui, l'Union n'est pas encore prête à accueillir nos amis turcs. Encore trop de blabla, machin, trucs et bidules à régler. Si d'ici 2023, la Turquie ne se voit pas accorder le statut de membre, celle-ci retirera sa demande d'adhésion. C'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre turc. On l'a compris, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, ce n'est pas pour tout de suite. Il est maintenant temps pour moi d'aller manger un durum kebab sauce cocktail. Pour ça, au moins, leur intégration est déjà réussie. Et ensuite, j'irai réserver mes vacances à Bodrum. Merci Arthur. Alors, Jean Lemaître, le mot de la fin, pour ou contre l'élargissement, au final ? Ni pour ni contre, ça dépend quel est le résultat, quelle est la plus-value, et pour les pays de l'Union européenne, et pour le pays, et surtout pour les peuples de l'État qui rejoint l'Union européenne. Mais si vous me permettez un petit commentaire par rapport à notre ami chroniqueur, d'abord, les Portugaises de Faro sont très jolies, parmi les plus jolies d'Europe. Deuxièmement, je comprends très bien la colère et la rancœur des Turcs, du Premier ministre et du peuple turc. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un traitement discriminatoire par rapport à la Turquie. Ça fait très très longtemps, vous l'avez souligné très bien, qu'elle est candidate à rentrer dans l'Union européenne. Alors on dit, vous avez souligné avec beaucoup d'humour, que bon, il faut voir au niveau des droits des homosexuels, etc. Donc c'est vrai. Mais les droits des homosexuels sont bafoués dans certains pays qui font partie de l'Union européenne. Je pense à la Pologne, par exemple. On ne dit rien. Le droit des femmes à disposer de leur corps ou le droit à l'avortement ou la dépénalisation de l'avortement n'est pas reconnu dans tous les États de l'Union européenne. En plus, la Turquie, peu le savent, mais c'est le premier pays qui a accordé en Europe, si on admet que la Turquie fait partie de l'Europe, et bien sûr elle fait partie de l'Europe puisqu'elle fait partie du Conseil de l'Europe, la Turquie est le premier État européen à avoir accordé le droit de vote aux femmes. C'est le seul État européen, avec la France, est un État laïque. Donc il y a forcément, dans les réticences à accepter la Turquie dans l'Union européenne, des raisons cachées ou honteuses. Ne tournons pas autour du pot. Le fait que la Turquie soit très majoritairement un pays musulman pose problème pour un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements ou de partis politiques en Europe. C'est ça la vraie raison du barrage fait à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et je ne suis pas d'accord avec cette vision sectaire. Jean Lemaître, merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation. Ceci est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'émission L'Europe, c'est nous. It was the European Corner Show. Thank you for listening to LNFM.